Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Comme prévu cette fois, nous sommes avec un ancien joueur mais pas n'importe lequel. Plus de 600 matchs en Ligue 1, champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Et il est aujourd'hui le stratège du hack. Merci Mathieu Bodmer d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Franchement ça me fait plaisir parce que je t'avais sollicité en début d'année. Et c'est vrai qu'il y avait une saison qui était assez chargée et tu as répondu favorablement. Un grand merci. Non, merci à toi. Félicitations pour le travail, parce que j'ai regardé quelques épisodes, dont un, le dernier avec mon coach, notre coach, Laurent Léjean. Déjà lui rendre hommage, parce qu'il a fait une partie importante moi dans ma carrière. Je l'ai eu, donc c'était à Caen, toi tu l'as eu ici, mais j'ai eu à Caen moins 17 nationaux. Et c'était la première fois que le club depuis très longtemps se qualifiait en play-off finale. Et eux ils ont fait finale Gambardella avec la génération 83-84. Donc un grand coucou à coach Laurent Léjean. Il va être très content, justement, il disait beaucoup de bien à ton égard et il était très content par rapport à la suite de ta carrière. Ouais, on a gardé une bonne relation. Petit couac à Évreux, parce que j'avais pris un autre coach plutôt que lui à l'époque, sur un choix qu'on avait pris avec d'autres personnes. On avait fait une erreur. Le seul petit regret que j'ai vis-à-vis de lui, c'est de ne pas l'avoir ramené avec moi à Évreux il y a 14 ans. Après, c'est les aléas de la vie. Exactement. Mathieu, le concept du podcast, c'est raconter ton parcours, parce qu'on connaît aujourd'hui ton travail extraordinaire en tant que directeur sportif. On y viendra, mais moi j'ai envie de savoir d'abord tes tout débuts, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, Évreux, je sais que c'est là-bas que tu as fait tes tout débuts, et il y a même un stade qui porte ton nom. Exactement, ouais, grande fierté. Il a été renommé à mon nom par rapport aux actions que j'avais pu faire dans ma ville, dans le club, avec la création de l'FC 27 avec Bernard Mendy, qui a souvent été dans les bons et les mauvais coups avec moi, mais avec qui on est ensemble depuis très longtemps, depuis tout petit. Donc ouais, j'ai démarré dans le club de ma ville. À l'époque, c'était l'ALM Évreux. C'était en 88, donc ça ne me rajeunit pas encore. Très très longtemps. Et puis après, j'ai fait le tour un petit peu des clubs de la ville pour diverses raisons. Mais voilà, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, dans les différents clubs. Puis je suis revenu à l'ALM après en pupille. Avec un monsieur qui s'appelle Jeff Istre, qui était notre coach, qui a eu toute la génération, entre guillemets, la première génération dorée de l'ALM Évreux, Léonard Mendy, Bernard Mendy, Guillaume Gauquelin, etc. Bon, tous ceux qui sont passés un petit peu pro, qui ont fait une carrière. Après, avec Momo Elkaraz, qui était notre coach en minime DH, U15 nationaux, et puis après, on est parti à Caen. Justement, je me rappelle de toi, j'avais joué contre toi, très bon joueur. Déjà à l'époque, tu étais au-dessus. Techniquement, tu avais une sacrée vision. Ouais, ça a toujours été mes qualités. Pas toujours un grand travailleur, mais plutôt un bon joueur de foot. Voilà, j'aimais le foot, et j'aime toujours le foot autant, mais grand passionné. Joueur de quartier au démarrage, voilà, très technique. Moi, j'ai appris le vrai foot que j'ai appris, c'est sur le béton et pas sur l'herbe. Alors oui, je faisais du foot en club, et mon plaisir, moi, c'était de jouer dans mon quartier, toute la journée, tout le temps, les vacances, etc. Si tu vas à Évreux un jour, voilà, ils diront où j'étais toute la journée. J'étais toujours dans mon école primaire en train de jouer au foot du matin jusqu'au soir. Parce que c'était mon truc, soit je jonglais quand j'étais tout seul, soit je trouvais un gardien, je faisais des frappes, soit on faisait des matchs. Mais c'est comme ça que j'ai appris à jouer au foot. Et puis après, le foot en herbe évidemment. Comment structurer avec une équipe à 7, une équipe à 11. Mais moi, j'ai appris d'abord le football dans la rue. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de Caen, tu as beaucoup d'humilité, beaucoup de valeur. Ça devient d'où ça? Je pense ma famille, l'éducation, mes éducateurs, aussi bien dans le foot que ceux de la MJC ou dans le quartier, mes grands frères. Alors je parle pas, j'ai pas de grands frères en tant que famille, mais mes grands frères avec qui j'ai grandi, qui m'ont appris beaucoup de valeurs. La religion, c'est quelque chose que j'évoque pas souvent, mais c'est quelque chose qui est très très important dans ma vie. Mais elle est personnelle, mais elle me guide énormément et m'apprend beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour tout le monde, parce qu'on n'est pas grand chose, on n'est que de passage. Exactement. Et voilà, toutes ces personnes-là, et aujourd'hui, tu vois, je travaille encore avec Momo Elkaraz, qui est mon adjoint ici. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des premiers qui m'a recruté quand j'avais 8 ans. Et il y a une histoire commune qui nous a accompagnés quand on a joué professionnel ou même centre de formation avec Bernard. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble. C'est beau d'avoir des valeurs comme ça et de pouvoir les partager. C'est important, encore une fois. On joue au foot, c'est bien, c'est une passion, c'est un rêve, c'est un métier. Mais alors je ne vais pas faire des discours démagos, mais réellement, on ne fait pas des trucs de fou non plus. Je l'avais dit pendant le Covid, quand il y avait cette fameuse crise où à Évreux, on avait monté un collectif où on aidait les gens. C'est là où je me suis senti utile, de pouvoir dépanner des familles qui ne mangeaient pas, des soignants, des hôpitaux avec du matériel, des choses comme ça. Là, on s'est dit, voilà, là, on sert à quelque chose. Même si je sais que le football apporte du plaisir, des émotions, qu'on a un rôle aussi social,
Là, on s'est dit, voilà, ça dépasse le cadre de notre fonction de footballeur, de plaisir, on a une utilité publique vitale. Voilà, parce que pendant les 2 mois de confinement, avec l'argent qu'on avait donné, ce qu'on avait fait à Évreux, tu avais beaucoup de familles qui mangeaient, des enfants, des femmes, des mères isolées. Et là, on s'est dit, voilà, là, on sert à quelque chose réellement. Impressionnant. En tout cas, je te félicite par rapport à ça. Merci. C'est pas toujours le cas et c'est beau d'en parler parce qu'on ne diffuse pas toujours ces informations-là, tu vois. Non, parce que souvent, c'est ce qu'expliquait, que ce soit les joueurs de foot ou les sportifs en général, ils soutiennent beaucoup d'associations, partout. Je pense que tu en connais autour de toi aussi. Mais souvent, tu le fais à ton échelle et tu ne vas pas le crier sur tous les toits de dire, voilà, j'ai donné de l'argent au Resto du Cœur, à la MJC de chez moi, au club de foot de chez moi. Mais la plupart des joueurs de foot sont très généreux, que ce soit avec leur entourage, leurs conseillers, les parents, les frères, les sœurs, les amis, etc. Les différentes assos, les premiers clubs amateurs dans lesquels ils ont évolué. Mais on n'en parle pas assez. Et moi, ce que j'ai fait à Évreux, c'est de mettre en valeur ce que pouvait faire un Ousmane Dembélé, un Dayot Upamecano, un Bernard Mendy, de dire voilà, ces mecs-là, ils donnent toujours de l'argent. Si le quartier aujourd'hui marche, c'est parce que lui donne de l'argent au club, parce que lui donne à telle association, à telle école, à sa famille, etc. Ils vont pas vous le dire, mais moi je vous le dis, voilà, pour eux. Parce que c'est mon rôle à un moment donné de vous expliquer que ces gens-là font beaucoup de choses. Merci en tout cas pour cette parenthèse. Et on va revenir sur ta carrière. À Caen, justement, tu fais tes classes, tu as été très loin à Gambardella. Et justement, dès le plus jeune âge, tu hérites déjà du rôle de capitaine. C'est quoi? Tu avais déjà un leadership? Comment ça se passe? Alors, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup dans le vestiaire, par exemple. Par contre, sur le terrain, je parlais énormément. C'est Nasser Largué, le premier. Alors, j'ai toujours été capitaine quand j'étais petit, en général, même à Évreux, très régulièrement. Mais quand je suis arrivé à Caen, alors j'ai fait U15, U16, etc. Et Nasser m'a donné le brassard de Nasser Largué, qui était formateur ici au WAC après. Il m'a donné le brassard de la réserve, donc c'était CFA à l'époque, j'avais 16 ans. Et des fois, ça m'arrivait de jouer. Alors, c'était une époque différente, hein. C'était pas les mêmes groupes pro, etc. Il y avait 10 pros sur le terrain, j'étais le seul non-pro. Et c'est moi qui avais le brassard, j'étais le plus petit. Mais aussi pour m'émanciper, pour prendre du leadership, m'obliger à parler un petit peu plus sur le terrain avec des hommes. C'est même pas des garçons, moi j'avais 16 ans, je jouais avec des mecs qui avaient quasiment l'âge de mon père à côté. Donc voilà, prendre du leadership, m'émanciper un petit peu, prendre un peu plus de volume. Et au final, ça m'a servi parce que j'ai été capitaine avec lui. Après, je suis monté avec les pros et j'ai eu le brassard chez les pros la 2e année. Donc j'avais 18 ans. Impressionnant. Est-ce que tu penses justement ce rôle que tu avais à l'époque, aujourd'hui, tu as gardé cette influence en tant que directeur sportif? C'est un plus aujourd'hui pour toi? Ouais, bien sûr, c'est pas la seule chose, parce qu'après j'étais président de club à Évreux très jeune, j'avais 27 ans, co-président avec Bernard, pardon. Mais voilà, c'était un petit peu le rôle de ma vie. On m'a souvent confié des responsabilités, même dans ma famille, très tôt, très tôt. Par exemple, quand j'étais petit, malheureusement mes parents n'avaient pas énormément de moyens. Donc j'allais pas au centre aéré, je mangeais pas à la cantine, etc. Donc pendant les vacances, j'étais chez moi. Ma mère, à l'âge de 6-7 ans, elle m'a donné les clés de la maison en disant voilà, débrouille-toi tout seul. Je rentre à midi, elle m'a donné un cadre, je vais au travail, à midi, je rentre, il faut que tu sois là pour manger, je rentre à 17h et ainsi de suite. Donc elle m'a fait confiance très tôt. Alors les gens des fois ne comprenaient pas, ils disaient ouais mais il faut qu'il soit au centre, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il fasse ceci. Et en fait je pense que c'est beaucoup de choses qui m'ont donné beaucoup de responsabilités très tôt dans ma vie. J'étais père de famille à 20 ans. J'ai eu l'habitude. En fait, pour moi, c'est logique. C'est pas un exploit de diriger un club ou de faire quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude. Depuis tout petit, on m'a confié beaucoup de responsabilités, beaucoup de confiance. Et après, j'essaie de le rendre. J'ai pu voir qu'en fait, tu faisais des cycles de 3-4 ans par club. Ouais. Tu vois, bon, après, on rentre un peu plus dans le détail. Est-ce que c'était une vision de ta carrière? C'est les aléas aussi d'une carrière. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais j'ai une tendance à dire que 3 ans dans un club, en tant que joueur notamment, dirigeant, on verra comment le futur va être fait, mais je trouvais ça bien. Première année pour découvrir un peu, 2e année, tu dois passer un cap, et 3e année, c'est là où tu dois exploser. Et moi, j'avais construit ma carrière, Caen, Lille, Lyon notamment, voilà, en essayant de trouver toujours une étape un petit peu supérieure. Caen, c'était la Ligue 2, je suis parti en Ligue 1. Après, avec Lille, Ligue 1, Europa League, Champions League. Après, je me suis dit, voilà, il faut trouver un club qui peut m'apporter des titres. Donc, ça a été Lyon, et ainsi de suite. Après à Lyon, je suis parti au bout de 3 saisons, mais il me restait encore un an de contrat, mais parce que les blessures, parce qu'avec Claude Puel, des fois c'était un peu difficile la relation qu'on pouvait avoir, et parce que derrière c'était le PSG. Puis voilà, j'ai fait 3 ans à Paris, je suis parti, mais pareil parce que j'avais des relations compliquées avec certaines personnes du club. Donc ça n'a pas toujours été des choix de ma part, mais je pense que ouais, 3-4 ans c'est un bon cycle.
Au-dessus, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à ne pas bouger. J'aime bien faire beaucoup de choses. Et dès que je m'installe un peu trop longtemps dans un confort, je pense que je ne suis pas performant. Donc il faut se remettre en question, il faut redécouvrir, il faut retravailler. Et ça me plaît. D'accord. On a souvent parlé de ta polyvalence, tu vois, dans la presse. Et moi, je voudrais souligner justement ta capacité à pouvoir marquer ou être décisif. C'est dû à quoi ça? Déjà à l'époque, quand tu jouais déjà dans le quartier? De base, je suis attaquant. Impressionnant. Depuis tout petit, je jouais devant. Et en fait, j'ai été replacé un petit peu défenseur à Évreux avant de partir pour tester un peu le poste en 15 nationaux. Mais j'appartenais déjà à Caen. Et puis, c'est Laurent Léjean qui m'a remplacé défenseur central en maintenant c'est U16, mais à l'époque c'était U17 première année. Je jouais au milieu de terrain défensif et il m'a mis derrière en m'expliquant certaines choses. Voilà, j'avais pas une grosse VMA à l'époque. Il n'était pas satisfait de ce que j'apporte au milieu de terrain parce que moi de base j'étais un numéro 10, mais on jouait en 4-4-2 avec 2 attaquants. Et moi en un an j'avais pris une vingtaine de centimètres, donc j'avais perdu de la vitesse. J'étais beaucoup plus grand que quand j'avais signé, donc je jouais plus 9, mais je pouvais pas jouer 6. Je jouais 10, mais il n'y en avait pas dans son équipe. Donc à un moment donné, ils se sont concertés avec Nasser. Et c'est Nasser qui m'a convaincu en me disant voilà, je t'explique, tu vas jouer derrière, voilà ce qu'on attend de toi. Si tu réfléchis et tu comprends ce que je vais t'expliquer maintenant, tu verras que tu vas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit voilà, en réserve, il n'y a personne. En pro, il y a 2 ou 3 défenseurs, mais il y en a un qui est en fin de carrière, il y en a un qui est en fin de contrat, il y en a un ceci, cela. Il m'a dit si tu fais pas le con, tu vas y aller. Et en fait, il a raison, parce que 6 mois après, je m'entraînais avec les pros, et 1 an après, je jouais avec les pros. Incroyable. Alors que j'ai commencé défenseur, réellement défenseur, à 16 ans. Mais pour marquer des buts, non, tout petit, j'étais un goléador. Et puis parce que là, au niveau, je regardais même tes buts, incroyable, but contre Marseille. Non, mais tu sais, quand j'étais petit, avec Momo, il pourra te le dire, Momo El Karas que tu as vu tout à l'heure, pousser un pupille, je mettais plus de 200, 300 buts par an. Mais c'était sur les terrains à 7. Hein. Ouais, mais quand même. Mais je mettais des fois, et je me souviens d'un match, on avait joué, c'était la Jeanne d'Arc d'Évreux, j'ai mis 25 buts dans le même match. On a gagné 39-0. C'était pas des matchs de foot, mais j'ai mis 25 buts dans le match. Mais j'aimais ça, j'étais attiré par le but. Voilà, faire la passe ou marquer, j'ai toujours été attiré par le but. Magnifique. Continue. Toi, tu as eu la chance quand même de jouer avec des grands joueurs, des grands coachs. Tu vois, là, je prends en exemple Zlatan, Grosso qui était champion du monde, Ancelotti, Claude Puel, Camboire. Je peux encore t'en citer d'autres. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez eux et qu'est-ce que tu as appris vraiment autour d'eux? Beaucoup de choses. J'ai eu la chance, notamment dans les coachs, d'avoir des coachs avec des rôles et des profils complètement différents. Un Claude Puel, c'est pas du tout Ancelotti, c'est pas du tout Antoine Camboire, c'est pas un Lucien Favre, c'est pas un Christophe Pélissier, c'est pas un Lucas Esner. Claude Puel, lui, m'a apporté la rigueur, l'exigence du travail, l'exigence du haut niveau, tous les jours travailler, tous les jours. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'arrive de Caen à Lille, moi je suis un joueur de quartier qui joue pour le plaisir, qui joue pour se faire plaisir. J'aimais pas perdre, mais sur le terrain, je me faisais pas plus mal que ça. Parce que à Caen, depuis tout jeune, considéré comme joueur à fort potentiel, gros talent, qu'il faut protéger parce qu'on va le vendre un jour, parce qu'il va jouer, parce qu'il va nous rapporter des sous. Donc, tout ce que je faisais, on me disait, t'as raison. Et puis quand je suis arrivé à Lille, en fait, dès le début, il m'a dit, en fait, tout ce que tu fais, t'as tort. Si tu veux faire du haut niveau, voilà, t'as des qualités de footballeur intrinsèques, c'est une vérité, je ne vais pas te mentir. Mais par contre, tout ce qui est à côté, c'est catastrophique. L'hygiène de vie, la partie athlétique, l'exigence du haut niveau, le travail, c'était pas mon truc. Donc lui m'a apporté toute cette rigueur-là et je le remercie encore. Ça a été très compliqué pendant 6 mois, c'était vraiment difficile pour moi quand je suis arrivé à Lille, parce que physiquement j'étais à la ramasse. Même si ça faisait 3 ans que je jouais en Ligue 2, en fait je foutais rien. Je jouais que sur des qualités. Et lui m'a appris, il m'a dit ouais, les qualités c'est bien, tu vas faire une carrière, sûr et certain, parce que tu as des qualités, mais tu n'arriveras pas à passer les étapes pour aller plus haut. Donc lui m'a apporté ça. Un Carlo Ancelotti m'a apporté aujourd'hui dans ma gestion quotidienne beaucoup de choses parce que j'ai adoré. Je ne parle même pas du coach, du tacticien, ça on ne va pas démontrer, il a tout gagné. Énorme. Mais les relations humaines, comme la gestion d'un garçon qui ne joue pas, l'importance d'une personne qui ne joue pas. Et aujourd'hui, c'est ce que j'explique, des fois même nous dans le recrutement, quand les gens vont dire ouais mais telle personne vous l'avez pris mais il ne joue pas beaucoup. Ouais mais je t'explique, en fait lui au quotidien, même sans jouer, vous ne vous rendez même pas compte de l'importance qu'il va avoir parce que tous les jours il pousse les autres à être meilleurs. Et si les mecs sont bons le samedi, c'est parce que lui il est bon toute la semaine. Et il accepte ce rôle-là. Mais c'est dur à faire. Il faut accepter quand tu es joueur de foot, de dire moi je vais m'entraîner bien pour que les autres soient bons, mais en fait c'est pas moi qui moi on me voit pas. C'est un rôle qui est ingrat, qui est compliqué à faire. Et tu as certains garçons qui l'ont fait cette année très très bien, ce que je leur ai dit au téléphone, je les remercie. Parce que moi j'aurais pas accepté de le faire.
en étant joueur. Moi, je voulais jouer le samedi et dire ouais, tu t'entraînes bien, mais tu vas pousser les autres. J'aurais dit ouais, c'est bien, mais en fait, je vais aller jouer autant. Et ben eux, ils ont été capables de le faire cette année. Est-ce qu'ils sont capables de le faire 2-3 ans? Je ne sais pas. Mais cette année, il y a 3-4 garçons qui jouent un peu moins, qui ont poussé tous les autres au quotidien à être meilleurs parce que sinon, ils allaient prendre leur place. Et du coup, ils ont élevé le niveau à l'entraînement et obligatoirement en match. Donc, Ancelotti m'a appris cette gestion-là indirectement, hein, parce que c'est pas lui qui me dit ouais, qui va me voir me dire faut gérer comme ça. Mais en fait, j'ai regardé comment il faisait. Et en fait, tout le monde avait de l'importance. Ibrahimovic avait énormément d'importance, mais comme celui qui jouait jamais. Mais surtout, sur les primes, sur les stages, sur les déplacements, sur la gestion au quotidien, beaucoup d'humilité. Tu étais vraiment quelqu'un d'hyper talentueux. Tu as même été en équipe de France à prime, tu en parleras. Mais ça doit être impressionnant de se retrouver au milieu de, on va dire, de stars. Même quand tu es arrivé au PSG, c'était ton rêve. Mais en fait, tu te rends pas compte. La première fois que j'ai. Parce que j'ai eu la chance, alors, quand je jouais avec des joueurs, quand même, j'ai joué avec Xavier Gravelaine, avec les Franck Dumas, des joueurs qui ont fait des carrières extraordinaires, je trouve. Après, des jeunes joueurs qui ont développé, comme moi, qui ont démarré, qui sont partis plus haut. La première fois où j'ai eu ce sentiment-là, en fait, c'était à Lyon. Et c'était un match à Caen. C'était la première fois que je revenais à Malherbe avec Lyon. On m'a descendu du bus et il y avait tout le monde, tu as cité, il y avait Fabio Grosso, mais à l'époque, tu avais Juninho, tu avais Coupé, tu avais Benzema, etc. Et quand on descend du bus, en fait, moi, les gens me connaissaient, parce que j'étais là quelques années avant. Je ne veux pas dire qu'ils ne m'ont pas calculé, mais pas loin. Mais en fait, j'ai vu le monde prendre les photos. Et je me suis arrêté, c'est les flashbacks que j'ai, je me suis arrêté pendant 20 secondes et je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme les Harlem Globetrotters, tu sais, au basket. Tu as une équipe de All-Star qui arrive quelque part et tu regardes. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, mais moi, en fait, je suis avec eux tous les jours. J'ai un niveau, certes, mais là, en fait, il y a des mecs qui ont fait des finales de Coupe du Monde, il y a des mecs qui sont champions du monde, le Graal. Tu as des mecs qui sont en équipe de France, tu as des mecs qui ont 6 titres de champion de France. En fait, il y a des mecs qui ont fini le jeu, quoi. Et toi, tu es là, salut, tu vas bien, ouais, c'est ton pote, en fait. Mais quand tu es dans le truc, tu n'as pas le temps de te rendre compte, en fait, de la chance que tu as d'être là au quotidien. Et après, ouais, Paris, là, ça a encore été une autre galaxie parce que là, c'est des vedettes d'un autre standing encore que l'Olympique Lyonnais. Parce qu'un Ibra, un Thiago Silva, un Thiago Motta, un Carlo Ancelotti, c'est des stars mondiales en vrai. C'est une vérité. Et toi, tu es là à côté d'eux. Ouais, tu es là. Mais tu t'en rends pas compte. Comment tu gérais la concurrence? Parce que tu as toujours été surclassé. Ouais, moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça me poussait. Et puis, je pense que ça te nourrit et ça t'inspire. T'as pas le choix quand tu arrives à Lyon ou à Paris. Quand tu joues au milieu de terrain, t'es pas 3, tu as 7-8 joueurs qui peuvent jouer pour 3 places. Donc, tu es obligé d'être bon la semaine. Et le week-end, presque, c'est plus facile que la semaine. Mais ça fait avancer. Tes souvenirs, justement, tu en as des sacrés sur ta carrière. Est-ce que tu peux nous donner 3 moments forts? Mon premier match en Champions League, à Benfica. J'étais avec Matt Moussilou et Nico Plestan. Et quand on a entendu l'hymne, on s'est dit voilà, on y est. Là, on joue pour de vrai. Parce que c'est ce que tu regardes depuis tout petit, le mardi, le mercredi soir, c'est avec l'hymne de la Champions League. Thierry Gérardi qui commentait, les fameux buts de Lyon, les coups francs de Juninho, etc. Les exploits français. Donc là, passage important. Après match en Ligue 2 avec Caen, évidemment. Pas l'oublier, j'avais 17 ans, et tu rentres à la mi-temps. Moi, je suis rentré contre Cannes, tu rentres à Dornano. Première fois que tu joues en pro, tu te dis, mais en fait, depuis tout petit, je fais ça, et ça y est, voilà, c'est arrivé. Et en plus, je suis un gamin. Et troisième, les titres en général. Le fait de pouvoir fêter un titre, le fait que ce que j'expliquais aux garçons ici avant qu'ils soient champions, c'est de partir en vacances et de dire en fait on ne pouvait pas faire mieux. On est premier. Il y a 19 mecs qui sont derrière toi qui disent on aurait aimé faire quand mieux. Et ça, c'est un sentiment que pas tout le monde avait connu ici. Et je dis quand tu vas aller en vacances, tu vas croiser quelqu'un, il va dire félicitations, ouais, vous avez été champion. Tu ne peux pas faire mieux. Et ça, c'est magnifique comme sentiment. Parce que tu te dis j'ai travaillé toute l'année, j'ai été récompensé, mais en fait on a travaillé pour quelque chose. Tu n'as pas de regret. C'est vraiment plus un travail au quotidien, chaque jour pour... Ouais, ils ont beaucoup travaillé cette année. Franchement, les mecs, ils ont fait 11 mois de folie. Ils ont travaillé comme des acharnés, ils ont été récompensés. Très, très heureux pour eux. On va basculer maintenant sur ta carrière de directeur sportif qui est sublime, tu vois, sur une première saison. Mais moi, en fait, parler rapidement sur la transition, quand on arrête en tant que joueur, comment tu as fait la bascule rapidement comme ça? Je ne suis pas passé directeur sportif directement, parce que d'abord j'étais travaillé dans les médias. Oui. J'ai commencé avec Téléfoot, la chaîne Média Pro. Dès que j'ai arrêté, moi j'ai arrêté année Covid à Amiens, et j'ai enchaîné direct sur la télé. Et après j'ai fait la radio, donc ça m'a permis de garder mon réseau, d'aller commenter des matchs, de prendre du plaisir à voir des matchs de foot, avec des commentateurs, Smaïl Bouabdella, Julien Brun, des potes à moi aussi, Nico Douchès, Benoît Chéroux,
Christophe Jallet, Loïc Perrin, etc., des mecs avec qui tu allais jouer. À Téléfoot, on s'est tous retrouvés là et on a dit Benjamin Nivet, on s'est dit bah voilà, c'est une bonne expérience en fait. Avant on jouait tous ensemble, aujourd'hui on est là sur des plateaux en train de parler de foot, c'est magnifique. Et en plus on est payé pour faire ça. Donc c'est top. Et ça m'a permis de développer une autre facette, d'analyser les matchs en direct, d'améliorer aussi ma façon de parler. Parce que depuis tout petit j'ai toujours un accent. Et à la télé, tu es obligé un petit peu de le changer, ralentir aussi mon débit, pas apprendre des mots, parce que j'ai un vocabulaire qui est assez élargi, mais faire attention à ce que tu dis, parce que je ne parle pas à la télé. C'est ce que j'expliquais une fois, je dis Christophe Jallet, il parle dehors comme il parle à la télé. Je dis moi, si tu me connais en dehors, c'est pas du tout le même langage qu'à la télé, je suis obligé de faire attention, parce que j'ai une façon de parler, je suis un mec de quartier. Mais ce fait de parler à la télé, à la radio et d'apprendre à parler me sert aujourd'hui dans les réunions avec des conseillers, avec d'autres clubs. C'est pas que ça devient plus un effort, ça devient plus naturel. Là où quand je commentais un match au début, c'était un effort pour moi de concentre-toi, dis pas de gros mots, fais attention à la façon de parler, emploie pas trop d'argot, parce que j'ai une façon de parler au démarrage qui est comme ça en fait. Bah, quand tu es dans les médias, tu peux pas. Donc ça m'a permis de travailler ça et de beaucoup progresser, je pense, là-dessus. Justement, moi je trouve à titre perso, tu es un très bon communicant. Tu vois, par rapport à ce que tu diffuses, moi je le vois, je suis du Havre, je suis originaire du Havre, je suis même ce qui se passe au WAC par rapport à certaines connaissances. Je vois comment tu diffuses l'information à l'intérieur, c'est fort, franchement. Bah, c'est gentil, ça me touche. Après, je suis pas tout seul. Franchement, les gens rendent hommage aujourd'hui, comme je fais depuis le début, mais Momo Elkaraz il travaille comme un fou avec moi, Julien Momon qui travaille comme un fou avec moi, le président Roussier qui nous a permis aussi d'arriver ici et qui nous fait confiance au quotidien, et ça n'a pas de prix. Après, je fais pas semblant. Tu me connais un petit peu, mais il y a des gens qui me connaissent plus. L'avantage, quand tu dis d'être dans mon communicant, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je dis ce que je pense. Mais ce que je te dis là, je sais que demain, je vais te redire la même chose parce qu'en fait, la veille, je t'ai pas menti. Donc pour moi, c'est plus facile. J'ai pas de filtre. Alors des fois, ça m'a causé des défauts. Je suis pas un manipulateur. J'ai beaucoup de mal à mentir parce que j'aime pas ça. Je suis quelqu'un de très franc. Donc les gens, ils savent que si je t'aime bien, je t'aime bien. Par contre, si je t'aime pas, tu le sais, parce que je t'ai dit dans les yeux, toi je t'aime pas. Et ça, je pense que c'est un avantage, parce que quand je vais te revoir dans une semaine, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je t'ai dit la semaine d'avant, parce qu'en fait, c'est moi. Je joue pas un jeu. C'est-à-dire que quand tu vois là et que je te parle, en fait, tu vas me parler dans 5 minutes, c'est la même chose. Il n'y a pas deux Mathieu Bodmer. La seule différence, c'est ma façon de parler. Là, je vais m'appliquer, et après, on va se parler différemment, parce que j'aurai d'autres mots. C'est juste ça. Mais le reste, mon discours, c'est toujours le même. En tout cas, j'essaie que ça soit toujours le même, parce que j'ai mes idées, j'ai mes principes de vie, mes principes dans le football. Et il peut te le dire, Momo, des fois quand on en rendez-vous, les mecs qui ne te connaissent pas, j'explique, je dis, moi en fait ça je ne peux pas faire. Parce que c'est pas moi. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, pour me raconter tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher parce qu'en fait ça, ce que vous me proposez ou ce que vous me dites, c'est pas moi. Je ne l'accepterai pas. Le joueur il signera pas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le destin. Mais en fait ça, c'est pas possible. C'est pas dans ma ligne de conduite. Voilà, j'ai une ligne, c'est tout droit. Il n'y a pas de virage. Et souvent, les mecs me disent « Ouais, mais toi, c'est toujours noir ou blanc. » Je ne connais pas le gris. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit. J'ai fait ou j'ai pas fait. Il n'y a pas de milieu. Si je te dis je vais faire une interview, je la fais. Incroyable. Et tu as tenu ta parole. Alors, moi, les gens te le diront, ma parole, c'est... Alors, des fois, je me suis mis dans la merde à cause d'elle. Mais à partir du moment où je donne ma parole, je suis obligé de la tenir. Sinon, je me sens pas bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la parole vaut l'homme, sinon l'homme ne vaut rien. Et il a raison. Il a raison. Moi, les papiers, pour moi, c'est du vent, c'est du juridique. Mais la parole d'un homme, c'est comme ça que tu reconnais un homme. Si je te dis je viens, je vais venir. Et si un jour je te dis je viens et que je ne peux pas venir, c'est que soit j'ai eu une galère dans ma famille, ce qui peut arriver, soit que je suis décédé. Et là, il faut se renseigner. Mais depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Si tu me vois arriver en retard en rendez-vous, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Parce que si je te dis que c'est 11h30, c'est 11h30. Par respect pour tout le monde, parce que tu as d'autres choses à faire dans ta vie, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie aussi. Je ne vais pas arriver à 11h45. Si maintenant à midi je ne suis pas là, téléphone à quelqu'un, c'est que là j'ai eu un vrai souci. Mais sinon, c'est le taf, il faut être rigoureux. Important, très important. Et sur ta carrière de directeur, moi, la question qui paraît cruciale, pourquoi tu as choisi le HAC en premier projet? Comme je disais tout à l'heure, confiance de Jean-Michel Roussier, l'association avec Momo Elkaraz et Julien Momon. Parce que ce que j'avais dit à d'autres clubs, c'était soit on rentre tous les trois, soit on ne rentre pas. D'accord. Donc Vincent Volpe nous a permis cette chose-là. La connaissance du club,
étant donné que déjà depuis tout petit, je joue contre le HAC, je suis venu faire des essais ici il y a très longtemps avec Léo Mendy. Le fait que mon fils soit ici, mais pas parce que je suis content de voir mon fils, mais le fait d'avoir une connaissance plus rapide du club, des éducateurs, les joueurs qui étaient en formation, les installations, les infrastructures, donc le stade, Socans, les pros, etc. La connaissance de la région, la proximité avec ma ville, Évreux, Paris, avec ma famille aussi, avec ma femme et mes filles. J'ai un autre fils qui est sur Caen aussi. En fait, tout était réuni. C'était le projet parfait pour moi. Je rentrais chez moi, dans ma région. On connaît les éducateurs qui sont dans tous les clubs amateurs. On connaît les joueurs qui sont dans la région, même chez les jeunes. On a gagné beaucoup de temps. Mais je pense que c'est pour ça que ça marche aussi, c'est qu'on n'a pas dû découvrir un contexte. On connaissait le contexte et on savait comment faire pour que ça marche. Parce que le HAC a cette histoire-là depuis longtemps et bien avant nous et aura cette histoire-là bien après nous. Parce que c'est un grand club, et je le redis, qui a plus de 150 ans d'histoire et c'est pas anodin. C'est le club phare de ma région. Quand je dis de ma région, c'est la Haute-Normandie de base. Même si tout le monde va me dire, ouais, mais il y a le FC Rouen aussi, etc. Mais c'est le HAC. Depuis tout petit, nous, c'est contre le HAC qu'on joue. C'est le club pro de chez nous. Ça a une image, on l'a toujours vu. Tu as été joueur au HAC. Ça a toujours été, pour nous, le club, entre guillemets, la référence sportive de notre région. Donc aujourd'hui, d'être à la tête de cette la direction sportive, c'est une fierté pour nous. Pour moi et moi, quand on voit d'où on part à Évreux, on arrive là. C'est une fierté régionale d'être dans le plus grand club de notre région. Toi, tu es quelqu'un qui aime bien les challenges. Ouais. Et tu vois, je vais continuer par rapport à ton rôle. Comment tu es arrivé au HAC? Comment tu as justement procédé au changement? C'est pas évident d'arriver dans une structure pareille. Non, c'est pas évident. Après Vincent Volpe avait fait des choix. C'est-à-dire enlever l'ancien coach, l'ancien staff, plus ou moins la direction sportive qu'il pouvait y avoir avant. En disant voilà, je vous fais confiance, débrouillez-vous. Voilà. Après, c'est aussi, je pense, sa mentalité américaine. Voilà, je vous donne les clés du camion et je vous jugerai au bout d'un an ou 2 ans, etc. Et moi, ça me plaît. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie. C'est un projet qui était excitant, qui n'était pas simple au démarrage, parce que quand on arrive, il n'y a pas beaucoup de joueurs sous contrat, il faut refaire tout un staff. Mais avec des bonnes idées du relationnel, ça s'est monté assez vite. Et puis aujourd'hui, on est très heureux de ce qui se passe, quoi. Ce qui a été fort, tu vois, tout à l'heure je te l'ai dit, hein, c'est la communication que tu arrives à diffuser à l'intérieur. Mais ce qui a été aussi très très fort, c'est que tu vois tout ce qui est autour, les clubs aux alentours, en fait, on va pas dire qu'il n'y a pas de lien, c'est pas grave, il y a quand même un travail qui a été fait, mais tu as réussi à consolider ce lien-là et à les rendre encore plus forts. Et je trouve que ça, c'est très très bon. Et encore, en étant honnête, il y a encore beaucoup de travail. Les relations sont meilleures, mais on n'est pas encore assez bon. Et c'est pas ce que j'explique à tout le monde depuis le début, c'est pas toujours les clubs amateurs. Je pense que le premier fautif, c'est souvent nous, le HAC. En pensant qu'on est au-dessus, que tout le monde nous doit quelque chose, etc. Alors oui, des fois, mais pas tout le temps. On doit aussi, nous, des choses au club amateur, qui nous envoient des joueurs. Ce sont nos spectateurs aussi, c'est les gens qui viennent au stade. C'est des gens qui, des fois, nous prêtent leurs installations pour aller faire des matchs. Voilà. Oui, on est le plus grand club, parce que c'est le club professionnel. Oui, on est au-dessus de la mêlée. Mais on doit aider les autres, parce qu'on doit faire grandir le football à vrai. Plus ça va grandir, ça, je suis persuadé de ça, plus on les aide, mais pas que financièrement. Hein. La formation des coachs, comment on travaille, les projets de jeu, etc., les aider, leur ouvrir, pas en voyant des clubs concurrents. Le problème qu'il y avait ici, c'est de dire Frileuse est un club concurrent, Gonfreville est un club concurrent. Non, c'est pas un club concurrent, ça doit être un club ami. Ils doivent être tous des clubs amis. Le HAC doit être au-dessus, parce qu'historiquement, ça a toujours été le HAC, mais on doit faire grandir les autres. Et plus ils vont grandir, plus nous on va grandir. Parce qu'on aura des meilleurs joueurs qui vont arriver chez nous, les relations sont meilleures, le stade va être rempli, et ainsi de suite. Et il faut que le football à vrai monte en général. Donc nous, pour ça, il faut qu'on les aide. Tu as des clubs qui travaillent très bien. Montgaillard, ça travaille très bien aujourd'hui. Gonfreville, ça travaille bien. Coquery, ça travaille très très bien. Ils vont avoir une nouvelle structure, ils ont des top jeunes, ils ont des bons éducateurs. Bah, nous, on doit continuer à les accompagner. Et un jour, s'il y a un éducateur de chez eux qui est vraiment très bon, il doit venir chez nous. Et si nous, il y a un joueur qui n'est pas assez bon pour nous, on doit l'envoyer là-bas. Au lieu de l'envoyer à Rouen, à Évreux, à Vire, au Racing, peu importe, ils doivent rester ici en fait. Il faut que le football à vrai, il monte en compétences, en qualité. Mais des fois, t'es à vrai, tu sais comment c'est, t'as les petites gardes de clocher. Ouais, c'est vrai. Il y a 25 ans, le papa était recalé dans le club, machin, il n'enverra pas son fils. Bah nous, il faut qu'on essaie d'arriver à passer au-dessus de ça. Alors c'est peut-être utopique, on ne peut pas réconcilier tout le monde. Ça n'existe pas dans la vie. Mais être juste, voilà. Notre mot, c'est être juste et honnête avec tout le monde. Le joueur, il nous intéresse, comment on peut faire? Est-ce que vous voulez qu'on le prenne à 12 ans ou à 15 ans? Qu'est-ce qui vous arrange vous aussi? Pas toujours dire, hey, c'est le HAC, on fait ce qu'on veut. Non, il y a des gens en face qu'on doit respecter.
Mais derrière, il faut qu'ils nous respectent aussi. C'est donnant-donnant. Une parole, on revient sur parole-parole. C'est dans certains clubs, le papier c'est bien, c'est parole avec le président. T'as un problème, là tu m'appelles. Et après on se débrouille. Tout n'est pas parfait. On est content de ce qui s'est passé cette année parce qu'on avait beaucoup de choses à faire en même temps, mais on essaie de recréer ce lien-là. Mais il y a encore du travail, il faut qu'on soit meilleur. Ça a été quoi tes premiers mots quand t'es arrivé? Beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et beaucoup de plaisir. C'est ce que j'ai dit au staff des pros, c'est ce que j'ai dit aux joueurs pros, c'est ce que j'ai dit aux jeunes à l'académie, donc la N3, les 19, les 17 notamment, aux féminines aussi. C'est de dire, on a une chance aujourd'hui, c'est de travailler dans un club de foot. Alors chacun son niveau. Aujourd'hui, nous on dirige, tu as les joueurs, tu as le staff, tu as le marketing, mais on ne va pas à l'usine. On parle de foot, on est payé pour parler de foot ou pour jouer au foot. C'est quand même extraordinaire. Tu as joué au foot quand tu étais jeune. Moi, pendant 20 ans, j'ai eu la chance de me lever tous les matins pour aller taper un ballon, que je faisais gratuitement depuis que j'ai 5 ans. J'étais bien payé, voire même très bien payé. J'ai visité tous les continents. J'ai joué avec des joueurs du monde entier. J'ai appris des langues. J'ai gagné des titres. J'ai connu des ambiances extraordinaires. J'ai joué contre les plus grands joueurs du monde. Et après, on m'a payé pour parler de football, commentateur. Et aujourd'hui, je suis payé pour diriger un club de foot. Alors oui, il y a de la pression, il y a du travail, tout ce que tu veux. Mais ça n'empêche que c'est fantastique. On parle que de foot. Notre passion à tous au démarrage, ce qui nous fait vibrer, on est payé aujourd'hui pour être dans un top club avec des top structures. Tu vois, même l'interview, là, on est dans le hall du stade. C'est fantastique. Les conditions de travail, elles sont extraordinaires. Alors oui, évidemment, il y a une partie financière. Il faut monter, il ne faut pas monter, il faut payer des joueurs, etc. Il y a des emplois et tout. Mais voilà, il ne faut jamais oublier que ça reste que du foot et que c'est fantastique. Tu as évoqué rapidement la pression. Tu es arrivé. Comment tu t'es fixé les objectifs? C'est-à-dire, en un an, tu savais que vous alliez monter? Comment on se projette? Je savais non, parce que je ne vois pas le futur. Ouais. Mais l'objectif, c'était ça. C'est une vérité. Alors, même si on ne l'a pas annoncé, déjà, c'est une des choses que j'ai dit à Vincent Volpe quand on est arrivé. Il ne faut pas annoncer la montée. Si tous les ans, vous dites le hack doit monter, et vous ne montez pas. Plein de raisons. C'est dur de monter. Il y a beaucoup d'équipes au démarrage. La saison, des fois, pour un poteau, vous ne montez pas. Il y a quelques années, c'était pour un but. Sauf que les supporters à un moment donné disent on monte, déception. On nous annonce la montée, déception. Donc un peu moins de monde au stade, un peu moins. J'ai dit voilà, regardez le discours, ce qu'on va faire. On va leur dire qu'on va travailler, parce que c'est ce qu'on va faire. Qu'on va être très rigoureux, parce que c'est ce qu'on va faire. Qu'on va essayer de leur donner du plaisir, parce que c'est ce qu'on va faire. Et après, nous en interne, on va tout faire pour monter. Mais je ne peux pas vous garantir qu'on va y arriver. Mais par contre, les mecs qui vont aller sur le terrain du lundi au dimanche, ils vont travailler tous les jours. Le staff va travailler tous les jours pour trouver des solutions, pour gagner des matchs. Et si on gagne des matchs, on aura plus de chances de monter, et ainsi de suite. Mais d'abord, on va travailler et on va prendre du plaisir. Une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura déjà des ingrédients qui font que les gens vont revenir, que les gens vont venir au stade et vont dire ah, cette équipe, elle nous ressemble. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que là, ça doit jouer avec intensité. Parce que là, on doit être maître chez nous à domicile. Parce qu'on doit pratiquer un certain football. Voilà ce que ça doit être ce club-là. Parce que les gens, ils doivent dire quand on arrive au Havre, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Des Chazos, moi j'ai joué, c'était pas Stade Océane où c'est un peu plus classe. Des Chazos, c'était une ambiance un peu plus compliquée. Et t'es arrivé, tu disais, nous quand on était jeunes, on venait jouer contre le Hague, t'arrives à la cave et tu dis, c'est toujours galère de venir ici. Mais comme c'était galère d'aller à Évreux pour vous, tu vois. Et tu disais, il y a quelque chose. Et ben nous, c'était ça, retranscrire ça, de dire voilà, les mecs quand ils arrivent à Océane, il faut que ça soit dur pour eux. S'ils veulent gagner, peut-être qu'il y en a qui vont gagner. Par contre, il va falloir qu'ils fassent des trucs. Il va falloir qu'ils se bougent pour venir nous bouger à domicile. Et au final, on a perdu contre Valenciennes. Un seul match cette année à domicile, et encore, je pense qu'on a merdé. Mais tout le reste, voilà. Et on a repris une identité à domicile, de dire c'est chez nous, vous voulez gagner, allez-y les gars. Mais par contre, nous, on va faire ce qu'il faut. Et tu vois, les joueurs, ils l'ont fait. Et petit à petit, les gens sont revenus au stade, et ainsi de suite, et les résultats, et patati et patata. Et au final, voilà, ce qui me fait plus plaisir, oui, on est monté, c'est top, mais c'est de voir le stade plein. C'est magnifique. D'avoir une ambiance, les gens ils parlent de ça dans la ville, parce que c'est une ville de foot qui était un peu endormie, qui était, je pense, un peu déçue. Depuis longtemps, on monte pas. Je ne vais pas dire que les gens n'entendaient plus rien, mais la phrase, moi, qui me perturbait, c'est « Ouais, mais le Hack, ils vont flopper. On a l'habitude ici, ça commence bien et ça termine mal. » C'est vrai. Le dernier mois, quand on a perdu 2 matchs, c'était le discours que j'ai entendu le plus souvent, que ce soit au club, dans les bureaux, à la cave, dans la ville. Ouais, mais c'est comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. On a changé des trucs. Le staff, c'est pas le même. La direction, c'est pas la même. On n'est pas là pour flopper, nous.
Nous, on a une mission, on est en mission, c'est pour réussir. L'échec, on ne connaît pas cette histoire-là. Peut-être qu'on va rater, mais en tout cas, on aura tout fait pour y arriver. Et il se peut que des fois, tu ne montes pas pour 1000. Mais si on ne monte pas parce qu'on a merdé, et dès le lendemain matin, on va se remettre au travail pour enlever tous les aléas. Parce que normalement, on aurait dû monter 3-4 journées avant la fin. Les joueurs, ils ont bugué à un moment donné, peut-être que le staff a merdé à un moment donné, mais ils ont réussi à la fin. Voilà, l'échec. Et aujourd'hui, tu vois, les gens, quand tu parles, vous l'avez fait. Il n'y a plus ce constat de on a un club qui floppe. Là, ils disent on a réussi à le faire. Et du coup, tu vois les gens quand tu vas dans la rue, il y a une fierté, c'est vrai aussi, mais de dire on n'est plus un club de losers. Et ça, je pense que c'est le plus beau qu'on ait fait cette année, c'est de dire le hack. Et ce qui est triste, parce que 6 fois champion de France de Ligue 2. Donc historiquement, tu as toujours gagné des titres. Tu as toujours fait des montées ici. Mais depuis une quinzaine d'années, comme il y a eu la montée les playoffs avec Ajaccio, le but Bourg-en-Bresse, des fois tu es premier à la trêve et puis au mois de mars ça s'écroule. Il y a toujours eu. Ouais, mais ça va faire comme d'habitude. On n'y arrivera pas. Il manquait un petit truc à chaque Et là, la mentalité elle est en train de s'inverser, de dire on est capable de le faire en fait. Bien sûr, vous êtes capable. C'est un grand club, il y a des top joueurs ici. C'est une ville de foot, le stade il va se remplir. Ouais, c'est une vraie ville de foot. Bien sûr. Tu as combien de clubs amateurs avec 500, 600 licenciés? T'en as un paquet là. Quelle ville? Je ne te parle pas de la région parisienne où c'est hors catégorie. Oui, Lyon, grosse agglomération, beaucoup de clubs. Mais dans une ville de taille moyenne, tu peux faire tous les clubs de la région. Tu n'as pas de club à 3 km et encore. 5 km comme ça, avec 600 licenciés là, 500 licenciés là, 600. Tous les clubs, ils ont 500 licenciés. Ouais, c'est des bonnes structures dans les clubs, c'est vrai. Ça n'existe pas. Dans ton rôle de directeur sportif, comment tu choisis les joueurs que tu vas recruter? Ou même les coachs que tu as recrutés? C'est sur quels critères? Le coach, je le connaissais, Damien, parce que c'était mon coach Damien sur ma dernière saison avant le Covid. Un bon feeling avec lui? Ouais, et pourtant il ne me faisait pas jouer. Incroyable. Je lui dis toujours, t'as oublié de me faire, je vais me dire, putain, c'est vrai que j'ai peut-être fait une erreur à l'époque, mais c'est comme ça. Mais non, passionné, travailleur, passionné, rigoureux, comme tout le staff. C'est des mecs. Je pense que les gens, ils s'imaginent même pas à quel point ils travaillent. Les mecs, ils font 8h, 20h ou 21h tous les jours de la semaine. Au bureau. Ouais, comment on fait, comment on attaque, comment on défend. Ouais, mais si tu mets lui, machin. Moi, j'assiste aux réunions. Pour moi, c'est du très haut niveau. C'est du très très haut niveau. On a une chance aujourd'hui de les avoir aussi. Un Lucas Esner, un Serge Costa, un Nico Douchez, un Thomas Joubert, un Clément Gonin, l'analyse vidéo. Pour moi, c'est du très très haut niveau. C'est une anomalie qu'ils soient dans un club comme nous au démarrage en Ligue 2. Mais aujourd'hui, l'anomalie, ils commencent à la réparer en ramenant ce club-là en Ligue 1. Et j'ai pas de doute sur la saison prochaine. Maintenant, nous, la pression elle est sur nous. C'est de leur ramener des joueurs qui soient capables de mettre en place ce qu'eux, ils ont dans la tête. Parce que c'est des génies, les mecs. Ils sont très très forts. Et en plus, ils travaillent. Et ils sont passionnés. Alors moi, ça me va. Juste, sur la série, une série quand même qui est incroyable. 32 matchs. Ouais. C'est fort. Elle était un peu longue. Impressionnant. Je vais te raconter une anecdote, c'est que le début de saison il était un peu difficile au départ. J'étais venu, j'avais regardé l'entraînement. À l'époque, je connais très bien le jeune Arthur Angot. Donc on regardait, on discutait ensemble. Et on s'est dit, je sais pas pourquoi dans la semaine on s'est dit, ça va débuter ce week-end. Et la victoire elle a débuté. Et bim, la série elle est partie. Mais encore une fois, moi j'avais pas de doute. Les mecs depuis le début, ils travaillent. Ils ont fait la prépa physique. C'est vrai qu'ils bossaient bien quand je venais voir. Ils se sont entraînés, ils étaient rigoureux, ils étaient sérieux. Et tu te dis, putain, c'est pas possible. Alors oui, on a mal commencé, on a fait 2 points en 3 matchs. J'ai gueulé après Pau, qui était le 3e match. Mais j'ai pas gueulé parce que on a fait match nul. Tu sais, on menait 1-0, on a pris un but à la 83e sur une transition défensive où on ne doit jamais prendre un but. Et en fait, j'ai gueulé dans le vestiaire, c'était une des rares fois de la saison. Parce que j'ai entendu cette phrase, c'est reparti comme avant. Et j'ai pété les plombs. J'ai eu des mots très durs avec le groupe, mais en leur expliquant que non, moi, il n'y a pas d'avant. J'en sais rien, j'étais pas là. Le staff, n'était pas là. Non, maintenant, on a fait des choses, on a mis des choses en place. Vous allez continuer à travailler. Et en fait, il faut arrêter de regarder dans le passé. Maintenant, on avance. Alors, je ne te dis pas que c'est grâce parce que j'ai parlé ou parce qu'on a dit ça qu'ils ont gagné 6-0 à Saint-Etienne la semaine d'après, parce qu'il y a eu un contexte qui a fait que. Mais en fait, je pense que c'est juste les conséquences de tout ce qu'ils avaient fait depuis 7-8 semaines de travail. Et que quand tu joues les premiers championnats, je pense qu'on n'est pas 100% physiquement, parce qu'il faut digérer la prépa qui a été lourde, la nouvelle façon de travailler, un nouveau staff, beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, le temps que ça prenne. Mais que cette victoire à Saint-Etienne, en fait, a fait que, encore une fois, on est capable de le faire. Le HAC est capable de monter. On est capable de gagner des matchs. Et que tu as gagné ce match-là, en fait, tu n'as plus jamais perdu quasiment.
pendant 32 journées. T'imagines, on avait perdu le 6 août. C'est ouf. Et on a reperdu, j'ai pas la date exacte, mais ça doit être le 10 mai, quelque chose pas loin, quoi. Ouais, À Annecy, ça doit être dans ces choses-là. Parce que les mecs, ils sont prêts au jeu, parce que ils étaient bons, quoi. Ils sont battus. Parce qu'il y a des matchs où on ne méritait pas de revenir, nul ou victoire. Les mecs, ils disent, ouais, vous avez de la chance, vous avez souvent marqué. Non, c'est pas de la chance. Tu marques une fois à la 93e, je te dis, oui, le ballon, il tombe. Non. Quand tous les matchs, tu gagnes à la fin, quand tous les matchs, tu arrives à la 70e et à 0-0, tu sais que ça va tourner pour toi. C'est parce que tout ce qu'ils ont fait avant, ça va tourner pour toi. Pour moi, c'est plus de la chance. Une fois, oui. Quand ça arrive 10-15 fois dans la saison, alors oui, on est passé par la petite porte parce que souvent on a gagné un 0, un partout. Solide. Mais parce qu'on a un effectif qui n'était pas celui de Metz, qui n'était pas celui de Bordeaux, qui n'était pas celui de Saint-Etienne au démarrage. Mais par contre, les mecs, les qualités qu'ils avaient, ils ont travaillé à 120%. Il n'y a pas un mec qui a triché cette année. 0 mec. Ils ont tous fait 120% de ce qu'ils pouvaient. Donc à un moment donné, le capot il fume. Là où les autres effectifs étaient meilleurs que nous, mais où les mecs peut-être ont donné 80%, 90%. Nous les mecs c'était à 120%, chaque match, chaque jour, chaque week-end, tout le temps. Mais c'est fantastique. Quand tu es avec un groupe comme ça, tu regardes, tu t'assois et tu regardes. Extraordinaire. Et sur les coachs et sur les joueurs, donc on a Jean-Michel Lesage qu'on parlait en off, incroyable que vous avez réussi à le ramener. Franchement, c'est son rêve. Je te jure, c'est magnifique. Même pour le club, pour tout le monde. Lui, il a connu justement la Ligue 1. Il y a Walid en tant que joueur qui a connu justement des montées. Est-ce que tu vois le fait que ces joueurs-là qui ont déjà connu des montées, ça a été un plus pour le club? En tout cas, c'était ma philosophie. Arthur Desmas, monté avec Clermont, Walid, Gauthier Loris, monté avec Auxerre, Quentin Cornette, monté avec Amiens. Je dois en oublier un, Aloïs Confé, différentes montées avec Troyes notamment, et Samuel Grancière, qu'on a ramené au mois de janvier, pareil, monté avec Troyes. C'était de dire, voilà, dans un groupe, il faut 4-5 personnes qui connaissent le chemin. Pour qu'on s'entende un peu, dire, voilà, les gars, la montée en Ligue 1, c'est difficile, le championnat, il est long, il faut faire ci, il faut faire ça. Au final, on ne s'est pas trop trompé. Sur la qualité des mecs, parce que c'est tous des super mecs. Mais je pense que dans le vestiaire, à un moment donné, quand des fois c'était un peu plus difficile, te disais, bah voilà, ce match-là, il est important. Aller gagner à l'extérieur à Pau, c'est difficile, mais c'est primordial. Aller gagner à Nîmes, tout le monde dit, ouais, mais tu joues le 19e, Nîmes, ils sont. Ouais, il faut y aller. C'est dur. Et on l'a vu à Annecy, par exemple, on a perdu, c'était difficile, une équipe qui joue le maintien, mais tout le monde dit, ouais, mais ils ont merdé. La semaine d'après, c'est Bordeaux qui a perdu. Parce que la Ligue 2, elle est compliquée, en fait. Les gens, ils ne se rendent pas compte, c'est un championnat qui est dur, à la différence de la Ligue 1 où tu as des équipes qui sont très très en haut. Et tu sais que quand ça joue les derniers championnats, 9 fois sur 10, ceux qui vont prendre le match. Et de temps en temps, tu peux faire l'exploit. En Ligue 2, tu joues le premier contre le dernier, tu n'es pas sûr de gagner. Parce que le niveau, il est pas si extrême entre les deux. Mais parce que c'est dur d'aller faire des matchs à Niort, à Laval. L'ambiance, il faut la connaître. C'est une ambiance, tu vas à Laval, tu as 10 000 personnes, les mecs qui tapent sur les trucs. C'est compliqué. Mais pareil, il fallait que ça soit compliqué pour eux de venir chez nous. Mais tu vas à Pau, c'est pas simple de jouer à Pau. C'est une équipe qui est compliquée. Tu vas à Rodez, c'est un contexte qui est particulier. Tu vas à Sochaux, c'est pas simple. Tu vas à Amiens. Regarde la Ligue 2. Et regarde la Ligue 2 de la saison prochaine. Je pense que ça s'annonce folle. Vu que les équipes qui descendent, celles qui montent, ceci. Je pense que ça va être de très bon niveau. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et ces joueurs-là avaient l'habitude. Alors ils sont pas arrivés dans le vestiaire et disaient, moi je sais comment monter les mecs. En fait, moi je l'ai fait 4 fois. Non. Mais quand il y avait des moments où c'était un peu moins bien, des petits détails, tranquille les gars. Là, il faut faire comme ça. Là, ce match-là, il est important. Tu vois, même sur la discussion avec les primes. Tu as vu, ce match-là, c'est le 3e de la semaine. Je pense que c'est celui-là le plus dur. Même si on a gagné contre Bordeaux, ça ne va pas être Bordeaux. Ça va être le match face à Nîmes à domicile qui est compliqué. Et ainsi de suite. C'est pas toujours l'affiche parce que tu as été joueur. Tu sais que tu rentres sur le terrain contre Saint-Etienne. Si le mec, il n'est pas motivé. Mais par contre, quand tu as fait 3 matchs dans la semaine, qu'il faut refaire le déplacement, qu'il faut aller au fin fond de l'autre côté de la France, et qu'il faut s'accrocher parce que ça va être difficile, on va se faire bouger, et qu'il faut gagner ce match-là pour rester en haut, là on a besoin de ces mecs-là. Je voudrais qu'on vienne sur les jeunes. Moi j'ai une question parce que par exemple il y a Monaco, PSG, en fait il y a la première ligue internationale que tu connais, c'est un championnat qui a été créé. Il y a Monaco et le PSG qui n'ont pas de réserve pro. Est-ce que tu penses qu'à moyen terme, pour le HAC, ça peut être quelque chose qui est envisageable ou pas du tout? Tant que je serai là, non. Pas du tout. Pour différentes raisons. Il faut avoir des moyens, parce qu'il faut pouvoir voyager. Mais surtout, 2, je pense que la réserve est très très importante. Nous, on essaie de jouer très très jeune.
Cette année, on a joué avec 18 ans et demi de moyenne d'âge à peu près. La plus jeune. La plus jeune de France sur N2, N3. Mais pas que des réserves, hein, des équipes, mais c'est normal. Mais parce que c'est l'apprentissage. Alors, les championnats de jeunes sont très bien, 17-19. À un moment donné, il faut avec les adultes. Mais il y a une marge entre 19 NAS et Ligue 2 ou Ligue 1 maintenant, là, le gap il va être grand. Par contre, les gamins aller jouer avec les adultes, apprendre le vice, des ambiances un peu compliquées du fin fond de la Normandie. Des fois, pour les plus jeunes, bah, tu vas jouer à Évreux ou à Wassel ou à Montgaillard. C'est pas comme quand tu vas jouer à Vire ou à Cherbourg. Ouais. Tu vois, c'est des ambiances complètement différentes, mais c'est très formateur. C'est très formateur. Tu vas tomber sur des arbitres d'un autre niveau, tu vas tomber sur des terrains différents, des ambiances différentes, des mecs en face de toi qui ont des fois 33, 35 ans et toi tu te dis ouais mais non, en fait lui il a 200 matchs de N3 et avant il était pro. C'est un vrai joueur de foot, mais c'est juste qu'en fait le mec il fait autre chose de sa vie. Mais par contre c'est un joueur de foot, donc machin. Quand tu joues que entre centres de formation, c'est bien de temps en temps, parce qu'on le fait aussi, on fait des oppositions avec certaines réserves, etc. Mais c'est pas aussi formateur. Le football d'adulte, pour moi, c'est obligatoire. 20, 25, 30, 40 matchs de réserve. Ouais, il y a toujours l'exception qui va faire 5 matchs ou 10 matchs et il va monter avec les pros parce que c'est un joueur en catégorie. Mais tu regarderas en général, les mecs, ils ont toujours une saison au moins complète de réserve. 25-30 matchs avant d'y arriver. Est-ce que tu pourrais nous donner on va dire la recette miracle pour réussir? C'est pas ça, mais un jeune qui rêve de devenir, qui arrive au niveau, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? Je vais employer toujours les mêmes mots. Travail, rigueur et plaisir. C'est ce que j'ai dit aux garçons quand ils sont arrivés ici, les premiers, donc les 2007 qui sont arrivés pour la première fois au centre, pour la plupart. On va leur demander beaucoup de choses, parce qu'en plus ils ont la scolarité, ils ont la vie au centre, donc c'est beaucoup d'exigences. Ils sont nombreux au démarrage, mais pour pas beaucoup à l'arrivée. Donc beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, sur et en dehors du terrain, mais prendre beaucoup de plaisir, parce qu'ils sont dans le centre de formation et c'est déjà l'élite de l'élite. Par rapport à quand tu commences, tu as commencé avec des garçons à 6-7 ans, tu as fait jusqu'à U13, 14, 15 ans, tu te retrouves au HAC, qui est le deuxième centre de formation français, c'est pas anodin. Vous êtes 25 joueurs de la même génération, tu es déjà tout au bout. Mais pour aller tout en haut de la pyramide, il reste encore un petit truc. Donc beaucoup travailler, être acharné, être passionné, mais quand même tous les jours, encore une fois, tiens, je suis content. Et je vais à l'école, c'est dur, mais après l'école, je vais jouer au foot. Quand ton collègue, lui, il fait que l'école. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie encore. Toi, tu es déjà dans ton truc. Est-ce que tu vas y arriver ou pas? On ne sait pas, parce que c'est dur. Mais pendant 2, 3, 4, 5 saisons peut-être, tu seras dans un contexte qui fait qu'on va essayer de tout faire pour t'emmener au bout, mais tu seras dans des conditions où toi, tu vas faire ta passion. C'est un luxe de pouvoir faire. C'est un luxe, bien sûr. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils font un métier par obligation, pour nourrir leur famille, pour payer un loyer, pour remplir le frigo. Là, tu vas remplir ton frigo, parce que les garçons, il y a des garçons ici qui ont 16-17 ans, qui sont déjà aspirants stagiaires, qui ont déjà un revenu qui est conséquent. Alors qu'ils sont encore logés au centre de formation, qui vont à l'école, mais parce qu'ils le méritent, parce que c'est le football qui est comme ça. Mais il n'y a pas de contrainte. Tu joues au football. T'imagines ? C'est extraordinaire. Sur les jeunes, toujours, Mathieu, il ne reste pas trop longtemps sur l'interview là. Est-ce que tu vois, dans ton rôle, toi, tu peux, on va dire, influer sur une feuille de match ou sur un jeune que toi, tu estimes que il a un truc en fait, on le voit pas peut-être, un éducateur peut-être le voit pas, mais toi, tu peux influer. Ouais, influencer, je pense. Décider, non. Je suis pas coach. Encore une fois, comme je dis au staff des pros, à François, le directeur du centre, François Rodriguez, j'ai mon avis sur les joueurs. Nous, avec moi, on est là pour dire quel type de contrat ils doivent avoir. Avec quelle équipe, plus ou moins, ils doivent reprendre. Mais j'arriverai jamais un dimanche en disant voilà, François, il faut que lui soit titulaire dans telle équipe. On a des discussions la semaine, qu'est-ce que tu en penses? Je dis écoute, lui, je pense qu'il avance bien. Lui, tu devrais peut-être le tester avec telle équipe. Mais à la fin, c'est toujours eux qui font le choix. Mais comme avec les pros, je vais dire voilà, Mokran Bentoumi, je pense qu'il est prêt. Mais c'est eux qui vont décider de le lancer contre Annecy ou contre Bordeaux. C'est leur choix. Moi, je pense qu'il avance. Mettez-le en entraînement, regardez, vous en pensez quoi? Mon rôle, moi, c'est de les amener. C'est de dire voilà, aujourd'hui, j'ai un garçon qui a 15 ans. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a un gros potentiel, un beau potentiel ou un potentiel. Voilà, essayer d'évaluer au mieux. Est-ce que lui, il faut accélérer le processus? C'est-à-dire reprise 19 ou N3. En adéquation avec François et les différents coachs qui l'ont au quotidien, qui le voient encore plus que nous, même si nous on les voit beaucoup. Il y a des garçons qui vivent au centre, donc il y en a 7 jours sur 7, ils sont avec eux. Ils connaissent le comportement, est-ce qu'il a une copine, est-ce que la famille, l'entourage, ils sont tranquilles.
Est-ce qu'il est mature ou est-ce qu'il manque un petit peu de certaines choses, donc il faut qu'il reste encore un petit peu dans sa catégorie, le temps de se développer. Et après, nous, voilà, on valide à la fin, évidemment. Mais voilà, avec François, on est très proches, avec Momo, François et moi notamment. Voilà, sur reprise N3 par exemple, tel potentiel, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, là où j'influe, c'est sur les statuts. Moi, lui, il faut qu'il ait un aspirant, lui, il faut qu'on le passe stagiaire, lui, il faut qu'il passe pro parce qu'il mérite, parce qu'ils ont avancé. Et ça y est, c'est le moment. Mais après, savoir s'il doit jouer titulaire ou pas, c'est pas moi qui décide. J'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien respecter, la hiérarchie, et le process qu'il y a dans un club. C'est-à-dire que le directeur du centre, c'est le directeur du centre. Le coach des 19, c'est le coach des 19. Il est coach. Il a fait des diplômes de coach, pas moi. J'ai mon avis, je trouve que l'équipe joue bien ou pas bien. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire à la fin du match. Mais la semaine d'après, s'il veut rejouer avec son équipe, c'est son problème. Moi, c'est là où je vais le juger, c'est le joueur est arrivé en début de saison avec toi. Comment il a avancé? C'est même pas on a gagné, perdu, match nul. C'est bien, mais c'est pas le plus important. Il est arrivé le 15 juillet. Décembre, on fait un point. 15 juin. Tu avais un garçon qui était 2007, ça reprend avec la réserve. C'est parti en équipe de France. Ça fait ceci, ça fait cela. Bravo. Là, vous avez bien travaillé. Moi, c'est là où j'interviens. Dire voilà, vous les avez fait avancer. Ils se rapprochent de la réserve. Ils sont capables de reprendre avec les pros. Ok, comment on fait pour les faire reprendre avec les pros? Comment on peut les mettre dans le groupe pro? Comment on peut leur faire une place dans l'effectif? Parce que c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, c'est ça mon métier premier. Magnifique. C'est vraiment une gestion globale, Ouais. Tu développes vraiment toute la structure. On est obligé, je pense, parce qu'on a une histoire, c'est un grand club formateur. On doit s'appuyer sur ce que la CAV fait, très bien depuis très longtemps, parce qu'encore une fois, je le redis, ils formaient déjà des grands joueurs avant qu'on arrive. C'est historique. Il y a juste à regarder les noms quand tu arrives à la CAV, les photos, la liste elle est très très large. Tu regardes l'équipe de France, il y a des garçons. Tu regardes les finales de, ce que je disais la dernière fois, City a joué une finale Champions League, il y avait Riyad Mahrez. Séville a gagné, il y avait Loïc Badet. Tu as toujours un garçon qui a été formé au WAC ou qui est passé par le WAC, pas loin de tous les trophées. Donc ça, c'est pas nous. Nous, c'est juste accompagner, développer, renforcer la structure des formateurs. À un moment donné, les infrastructures aussi, c'est-à-dire les terrains et l'hébergement pour les garçons, le lien avec les scolarités, etc. pour que les garçons, voilà, ils avancent encore plus vite et quand ils sortent, ils sont encore meilleurs que quand ils sont arrivés, mais surtout encore meilleurs que ce qu'on pouvait faire. Et c'est là où on doit être bon. Et après, à la différence qu'on va essayer de faire, ce qu'on a fait cette année, c'est d'en mettre un peu plus là à l'Océane, de les faire jouer un peu plus que par le passé, et après, de ne pas les perdre trop vite. Et cette étape Ligue 1, pour nous, elle est très importante. Parce que quand tu as un garçon qui sort ici en Ligue 2, il va partir en Ligue 1. Parce qu'on a un centre de formation de Ligue 1, il y a une anomalie. Ouais. Les joueurs qui sont à la KV sont très forts, et quand ils sortent en Ligue 2, en fait, ils sont déjà au-dessus. Donc ils font 1 an. Isaac Touré, Saël Koubendi, et puis au final, le mec qui joue à Lyon titulaire. Le garçon Abdoulaba joue à Sunderland, Isaac a joué un peu avec Marseille, il a Auxerre. Et tu vois qu'ils sont déjà au niveau de la Ligue 1 en fait. Donc, entre guillemets, juste la montée va nous faire gagner du temps et rattraper cette erreur par rapport à notre centre. C'est-à-dire, voilà, notre centre aujourd'hui sort des joueurs de Ligue 1. Mais nous, on est en Ligue 2. Donc il y avait une anomalie, on était obligé de les vendre à un moment donné. Là, ils sont là, donc on peut les garder un petit peu plus longtemps. Le fait déjà d'être monté en Ligue 1, c'est extraordinaire pour les jeunes. Derrière, tu vois, ils se disent... je regardais une interview de toi et tu as très bien parlé en disant que parfois, quand on part, en fait, c'est un double départ. C'est-à-dire que le joueur est en Ligue 2 et monte en Ligue 1 et change de club. Oui. Et je trouvais que c'était très bien dit de ta part, ça. Tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute plutôt bien avec Yacine Keshta, avec Aruna Sanganté notamment, pour ceux qui ont un peu plus joué que les autres, sur des prolongations de contrat, en leur expliquant ce que tu as dit. On va vous éviter de faire un premier transfert. Vous allez démarrer en Ligue 1. C'est comme si vous redémarrez une autre aventure, parce que ce n'est pas le même championnat et vous ne la connaissez pas encore. C'est un niveau qui est tout autre, et vous allez le comprendre très rapidement, parce que je pense que certains vont être surpris du niveau en Ligue 1. Il y a des joueurs sur qui ils vont tomber, parce que c'est vraiment un autre sport. Mais plutôt que d'aller déménager, de promettre un collet de transfert, la pression médiatique, le coût du transfert, un salaire conséquent, il y a beaucoup de choses qui changent quand tu es transféré, qui ne connaissent pas encore, parce que ce n'est pas arrivé. Nous, on peut vous permettre de faire une étape, mais sans bouger de chez vous en fait. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Extraordinaire pour eux. Et sur la future saison, vous reprenez le 3 juillet, c'est ça, Mathieu? Donc déjà, vous bossez sur les différents dossiers, tout ça. On espère tous évidemment une grande saison du HAC, et je te le souhaite. Comment tu appréhendes cette saison-là qui arrive? Bien. Encore une fois, c'est que du bonheur.
Alors, beaucoup de travail. En ce moment, on ne dort pas beaucoup avec Momo parce qu'on on essaie de donner les moyens d'avoir la meilleure équipe possible pour que le staff puisse en bénéficier, que les spectateurs aient une équipe qui leur ressemble aussi, mais qu'on n'avait pas à faire juste du tourisme en Ligue 1 et serrer des mains. Donc on a envie d'être compétitif, mais pour ça il faut qu'on travaille beaucoup et qu'on trouve de bonnes idées et les bons joueurs au bon endroit. Mais après c'est que du plaisir. Moi je suis content. Alors le staff là, connaît un petit peu la Ligue 1 déjà, les joueurs qui ne connaissent pas. Moi j'ai fait très longtemps en Ligue 1, j'ai commenté les matchs, c'est d'autres ambiances, c'est des stades fantastiques, c'est des joueurs fantastiques qui vont découvrir un autre truc. Je suis content pour eux qu'ils puissent découvrir cette chose-là. Et je suis content pour la population du Havre de ramener la Ligue 1 ici. Que le PSG revienne, que l'OM arrive, que Lyon, que Lens, que Lille, que Rennes et ainsi de suite, sans manquer de respect aux gens de Ligue 2. Parce qu'en plus cette année on avait une Ligue 2 qui était plutôt attractive, parce que Bordeaux est venu, parce que Saint-Etienne est venu, Metz est venu. Mais là c'est encore un autre niveau, c'est d'autres joueurs, c'est un autre spectacle, ça va être une autre ambiance et ça va être top. Ouais, c'est extraordinaire. Ligue 1, ça va être fou le stade. Comme en fin de saison, il était rempli déjà une grande partie de l'année. C'est un stade qui mérite qu'il soit rempli à chaque match. On arrive sur la fin du podcast. Déjà, Mathieu, merci à toi. Merci à toi. Franchement, tenue parole et rien à dire. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Et j'ai ma dernière question qui est spéciale. C'est la spéciale Impossible n'est pas vrai. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Alors, j'ai pas vu tous ceux que tu avais déjà interviewés. Hormis Laurent Léjean, tu as fait qui d'autre? Ouais, non, paquet quand même. Tu vois que je te donne pas un nom que tu as déjà fait. Sur les joueurs, t'as qui faut que je te ressors tout, mais c'est vrai que t'en as un paquet. Hein. Franchement, Alors, je vais te donner deux noms. Un, parce que je sais pas si tu l'as déjà fait, peut-être que tu l'as déjà fait. Mais Jean-Michel Lesage. Je l'ai pas fait, justement. Jean-Mi, je pense que c'est important. Parce que comme je disais tout à l'heure en off, à chaque fois qu'il est là, le club se porte toujours mieux. Ouais. Juste le fait qu'il soit là, ça marche mieux. Il avait fait les deux montées en tant que joueur, il est revenu cette année et on monte. Et après, c'est une personne de l'ombre, mais pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est mon grand frère. C'est Momo Alcaraz, parce qu'on ne le voit jamais. Mais il fait beaucoup de bonnes choses quand même. C'est vrai. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour les gens de découvrir le personnage, même s'il y a beaucoup de monde qui le connaît, parce qu'il en est là depuis longtemps. Mais qu'il explique un peu comment lui a construit sa carrière différemment de la nôtre. Parce que c'était notre coach quand on était petit, mais il a fait la DTN marocaine, il a fait DTN française. Il a été coach, directeur technique avec nous à Évreux, directeur sportif adjoint de paix à son âme Christophe Rovo ici, qui a fait beaucoup de choses pour le club aussi. Voilà, il a une longue histoire aussi à raconter, mais complètement différente de la nôtre. Pourtant, on est du même quartier, on a la même vie au démarrage, mais avec des horizons complètement différents. Mais au final, on se retrouve encore ici et on se complète plutôt bien. Bon, bah écoute, tu vas contacter les deux alors, Mathieu. Et Jean-Mi, bon, c'est Jean-Mi. L'entendre parler, déjà, c'est bien, c'est Jean-Mi, il parle pas beaucoup. Mais il est efficace. Mais c'est un top mec. Top personne. Mathieu, merci pour tout. Merci à toi. Bonne continuation et bonne saison. On se revoit dans un an. Avec plaisir.